Tout pour investir. Les experts de l'IMO. Marie Cœur de Roy, Audrey Zermati du groupe EFI et Assad Moued de Fed Experts réunis pour décrypter les nouveautés qui concernent la rénovation énergétique. Nous allons aborder le sujet du nouveau DPE. Il y a plein de choses qui concernent les petites et moyennes surfaces. Quels sont les impacts à attendre de ces modifications? Marie, donnez-nous un petit peu de contexte. Mais oui, je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, on nous a dit que ça y est, on allait enfin prendre en compte. Alors, je regarde Assad parce que c'est lui qui m'a le plus briefé sur ce sujet-là en amont. On allait enfin prendre en compte l'idée que les petites surfaces étaient particulièrement défavorisées dans le calcul du DPE. En gros, pour la faire courte, si j'ai bien compris, je regarde toujours Assad, moins j'ai de surface, plus ma division m'apporte un chiffre élevé au final. Si je divise par un chiffre plus petit. Bref, donc on nous a dit on change le mode de calcul pour les logements de moins de 40 mètres carrés. Sauf que voilà pas que j'ai une question d'un auditeur, Sébastien de Paris. Je vous la lis. Mon studio parisien de 14 mètres carrés, il est donc concerné par le nouveau mode de calcul que je mets à la location, a été diagnostiqué passoire thermique il y a 6 mois avec la note G. Je suis allée sur le site de l'ADEME pour regarder comment allait évoluer ma note avec la réforme annoncée. Puisque je rappelle à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, vous pouvez d'ores et déjà, même si le changement n'est pas officiel, aller sur le site de l'ADEME, vous tapez votre référence de DPE et là vous avez potentiellement la projection de la nouvelle note liée à la modification de ce mode de calcul. Bref, Sébastien nous dit que non seulement sa note n'a pas changé, mais que le résultat du calcul de la performance de son logement non plus, et il s'interroge comment c'est possible. Alors, auprès de Fed Experts, on a vraiment beaucoup travaillé sur le sujet. On a fait une centaine de simulations et il s'avère qu'à partir du moment où vous avez des murs qui sont dépourvus d'isolation, votre étiquette restera totalement stable, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui va changer, et encore plus quand vous allez vous approcher des 30-40 mètres carrés. Parce que vous vous souvenez, c'est un espèce de nuancier, c'est-à-dire que plus vous approchez des très petites surfaces, 8-10 mètres carrés, 15 mètres carrés, vous allez avoir un changement plus significatif. Par contre, lorsque vous allez arriver vers 30-40 mètres carrés, le changement est nul. Et encore plus nul lorsque vous êtes dépourvu d'isolation, premièrement, et lorsque vous vous situez soit au rez-de-chaussée, soit au dernier étage, étant donné que vous allez avoir au dernier étage les parois du haut qui vont donner sur du non chauffé, et pour le premier étage, les parois planchers qui vont donner sur du non chauffé. Donc, je pense que ça a donné beaucoup de faux espoirs aux gens. C'est pour ça que j'annonçais ici même plutôt 100 000 logements qui allaient sortir de ces classes par cet outil, et non pas 150 000 comme il a été annoncé, voire 200 000 comme j'ai pu le lire et l'entendre. Ouais. Je vous avais demandé de la prudence, et aujourd'hui, sur la centaine de DPE qu'on a simulé, seuls 5 sont sortis, oui, parce que tous les autres les murs étaient dépourvus d'isolation. Attends, 5 ou 5%? Sur une centaine, 5, ça fait 5%. Donc, merci. Voilà, donc, et ces 5-là, c'était des DPE qui étaient totalement isolés et qui, à juste titre, devaient sortir de cette c'est complètement lunaire. Alors, on nous a vendu du rêve, Assad. Ça veut dire que tous ceux à qui on nous a expliqué, pourtant, qu'effectivement, avec juste cette modification du mode de calcul, qui... Quand on nous l'a annoncé, c'était pas si vous avez fait des travaux ou si votre logement est bien isolé. C'était juste, je modifie le coefficient et de fait, instinctivement... Nous, les diagnostiqueurs et les experts d'efficacité énergétique, ce qui nous indigne, c'est sur ces écarts de langage où on parle de simplification alors qu'il n'en est rien. C'est juste un biais de calcul. En revanche, là où beaucoup de biens risquent de sortir de la zone rouge, ça va être avec la mise en place de la surface de référence qui viendra supplanter la surface habitable au 1er juillet. Cette surface de référence va plus loin que la surface habitable, c'est-à-dire qu'elle va prendre en compte des surfaces qui étaient jusque-là pas prises en compte, comme des locaux... à partir du moment où vous avez un local, une pièce qui fait plus d'1,80 m, qui est possiblement à usage humain, elle pourra rentrer en compte dans la surface. Vous avez des exemples de pièces qui n'étaient pas prises en compte? Ça peut être une buanderie, par exemple. Ouais. Une buanderie, ce genre de pièces, ou des espèces de KGB. À partir du moment où c'est destiné à l'occupation humaine, et ça sera l'appréciation du diagnostiqueur, ça va rentrer dans la surface de référence, et là on va avoir du coup plus de surface. Et à ce moment-là, la division sera plus favorable. Donc, sur ce biais-là, effectivement, on devrait avoir plus de logements qui vont sortir de la zone rouge. C'est pour ça que lorsque j'ai entendu avant-hier le Sénat préconiser le décalage d'1 an de cette interdiction, déjà 1 an ça ne changera pas grand-chose, et attendons de voir le nouveau modèle de calcul du DPE via la surface de référence pour pouvoir commencer à voir des logements sortir, et là effectivement se dire est-ce que c'est une mesure intéressante ou pas. Audrey ? Je pense qu'il y a un autre élément qu'il va falloir prendre en compte en 2024,
peut-être, c'est les nouvelles exemptions qui vont être décidées pour l'application de la loi. C'est vrai qu'il y a déjà des exemptions et souvent on les connaît mal, les exemptions. Vous qui les existent. rappelez justement? Alors, donc si vous faites les travaux que vous envisagez peuvent avoir un impact sur, vous savez, l'aspect architectural de l'immeuble. Si l'Assemblée générale doit voter des travaux, et souvent quand on parle des murs, c'est en collectif, c'est des travaux qui doivent être votés par l'Assemblée générale des copropriétaires. Si l'Assemblée générale des copropriétaires refuse ces travaux, dans ce cas-là, vous pouvez être exempté. Ça, c'est le système d'exemption actuel. Les nouvelles exemptions dont a parlé le gouvernement et qui devraient faire l'objet d'une loi, c'est notamment justement si, à l'inverse, l'Assemblée générale des copropriétaires a voté des travaux dans les prochaines années, dans un délai raisonnable. Il est dit aujourd'hui dans le projet de texte. Dans ce cas-là, on peut reporter effectivement le calendrier. Donc c'est pour ça que c'est important de bien rappeler que moi aussi, je pense qu'il ne faut pas bouger les équilibres. On a voté un texte, et c'est un texte qui définit des jalons, exactement, des jalons. Donc pour les G 2025, pour l'ensemble, les F, c'est 2028, les E 2034. Donc il faut surtout rester sur ce calendrier. Par contre, il faut bien avoir conscience qu'il y a des exemptions et que aujourd'hui les nouvelles méthodes de DPE et demain les nouvelles exemptions pourront permettre quand même de donner un peu de flexibilité à cette interdiction. Mais justement, je voudrais lancer un peu, alors c'est peut-être plus un débat presque politique ou d'affichage, mais on a bien conscience depuis le début de cette histoire quand même que l'idée c'est quand même d'afficher effectivement un calendrier, voilà. Sérieux, à tenir, alors qu'on sait depuis le début qu'il y a des exonérations possibles. Et on en a parlé, ça fait longtemps qu'on en parle, mais pour autant, on voit bien que le gouvernement non seulement se refuse à modifier le calendrier, parce qu'il tient à ça, mais par ailleurs, essaie quand même de passer sous silence les exonérations ou les exemptions possibles, parce que il a envie que les gens aillent au bout et fassent les travaux. Mais le fait est que le risque derrière, est-ce que c'est pas que, à force de faire peur aux gens, il n'y ait pas justement cette accentuation de la crise du marché locatif qu'on est en train de connaître, avec des propriétaires bailleurs qui se disent non mais c'est trop compliqué pour moi je vends. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème d'avoir des objectifs parfois trop ambitieux? Audrey du groupe EFI. Ok, donc en fait, dans la partie fixer des objectifs, en fait, ça va plutôt dans le bon sens parce que ça crée un cap. Et c'est important que les gens aient un cap et qu'eux aussi ils comprennent que s'ils ne rénovent pas leur logement, au-delà de l'interdiction, leur logement risque d'être dévalué et risque de trouver moins finalement de preneurs sur le marché locatif. Il y a une décote là en ce moment qui est de plus en plus forte sur les Exactement. Donc en fait, le fait d'ancrer dans les esprits qu'un logement qui est une passoire énergétique n'est pas un logement décent, c'est plutôt une bonne chose. Qu'après trouver des moyens de flexibilité. Lorsque c'est impossible, on sait que dans le collectif, c'est quand même très compliqué de lancer des travaux. C'est plus compliqué que dans le logement résidentiel. Mais pour autant, il y a des solutions qui existent. Il y a beaucoup d'aides qui existent aujourd'hui dans le collectif, donc ça va dans le bon sens. Mais qu'on prenne peut-être un peu plus de temps avec ces logiques d'exemption quand réellement il y a une impossibilité. Je pense que c'est un équilibre qui a été trouvé par le gouvernement et qui va plutôt dans le bon sens. Assad, vous avez, vous, des propriétaires bailleurs qui font appel à vos services et qui vous disent non mais là, mon DPE, une fois qu'ils ont leur note, c'est mort, je ne pourrai jamais faire les travaux, je vais vendre. Vous avez Aujourd'hui, le DPE fait peur. Aujourd'hui, tous les bailleurs qui nous contactent pour avoir divers renseignements sont à la vente. C'est-à-dire ils demandent le DPE juste pour vendre en fait, pas pour faire les travaux. C'est ça, c'est-à-dire qu'eux ils s'attendent pas du tout à une amélioration des différents dispositifs, ils s'attendent à des restrictions, à du pire en fait. Donc ils sont tous à la vente, ils sont pas là pour faire des travaux et lorsqu'ils achètent quelque chose, et n'importe quel agent immobilier vous le dira, aujourd'hui tout le monde veut du clé en main. C'est-à-dire que c'est très compliqué de trouver des bons artisans, des bonnes équipes qui vont vous faire les travaux en temps et en heure, ça se trouve heureusement, mais on voulait faire en temps et en heure, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, lorsqu'on vend une passoire, c'est pour racheter du clé en main et ne pas retomber, je cite ce qu'on me dit, dans le piège de la rénovation où on va s'embarquer dans une spirale administrative, dans une spirale de semaines et de mois qui vont s'écouler. En attendant, on paye de la taxe foncière, on paye des compteurs d'énergie, etc., etc. Donc là, très clairement, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est je vends ma passoire, pas pour améliorer sa performance, mais pour m'en débarrasser, et je rachète de quelque chose de très performant, soit clé en main, entièrement déjà fait, rénové, soit du neuf, si le prix est cohérent. Vous savez qui nous parlait d'intérêt pour le clé en main cette semaine? C'est Sotheby's. Ouais, mais il nous disait la même chose les, sur l'immobilier de luxe, disant on ne veut que du ménages. clé en main. Je vous entends et j'essaie de prendre un pas de côté par rapport à vos expertises respectives. On a l'impression quand même que quelque part, pour répondre à votre question, Marie, le gouvernement veut laisser faire le marché. C'est-à-dire que cet impératif, créer un cap, c'est bien, mais le risque d'évaluation, quelque part, c'est le marché qui va dicter les actions des propriétaires. Et ça, quelque part, qu'est-ce qui peut être plus efficace que le marché ?
Oui, mais ça, en l'occurrence, pour le coup, alors je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais cette dévaluation et cette décote accélérée, elle est liée à la réglementation. Elle ne serait pas venue toute seule. De tout temps, on voyait très bien à Paris, par exemple, que parce qu'on était sur un marché extrêmement tendu, la valeur verte des logements existait peu, voire pas du tout. Alors que dans d'autres villes, ça existait un petit peu, mais pas tant que C'est ça. une combinaison entre la hausse des taux et la réglementation. On ne va pas se le cacher. Mais donc La hausse des taux, le il y a marché aussi- a intégré ce besoin de Je pense que le marché rénovation. déjà a intégré que le diagnostic de performance énergétique était opposable, ce qui n'était pas avant. Ça a été un Ouais. vrai C'était- premier c'est- ouais, marqueur. c'est une révolution. Et puis après, il y a eu le deuxième effet qui a été l'interdiction de location des passoires thermiques. Mais c'est vrai que le fait qu'aujourd'hui, les agents immobiliers parlent de la performance énergétique des logements, c'est un vrai fait nouveau qui doit être intégré dans les réflexions de décote. Et vous faites la transition parfaite, Audrey. Avec un DPE opposable, ça donne finalement un rôle clé au diagnostiqueur, alors que on a entendu depuis des mois, voire des années, des histoires de moi j'ai eu avec tel diagnostiqueur un F et celui-là m'a donné un D, celui-là m'a donné un G. Comment je fais aujourd'hui, où on en est de la fiabilisation des diagnostiqueurs de votre métier, Assad, aujourd'hui? Alors, dans la fiabilisation, où est-ce qu'on en est? C'est qu'au niveau des compétences, il y a un arrêté qui rentre en vigueur au 1er juillet. C'est le relèvement total des compétences du diagnostiqueur. Par exemple, pour faire du DPE, il fallait uniquement 3 jours de formation pour une maison individuelle ou un appartement. Aujourd'hui, il en faudra 8, ce qui est vraiment significatif, avec obligatoirement de la pratique sur le terrain, sur un bien. Et il en va de même pour l'examen, c'est-à-dire lorsqu'on va examiner le diagnostiqueur pour pouvoir le certifier, il devra faire ça sur un cas pratique réel. Et les questions des examens vont être cette fois dirigées par le ministère directement, transmises par le ministère directement, et puis les organismes certificateurs. Après, je vous la fais pas à force de passer les mêmes examens. Vous pouvez vous passer les questions, etc. On en a même trouvé sur Internet d'un organisme certificateur. Un organisme de formation vendait ces questions sur les canaux style Telegram, etc. Donc pour éviter tout ça, le ministère a créé une banque de données et ça sera directement... Et ça sera mieux ça, Assad, c'est-à-dire j'aurai moins de chances de, entre guillemets, de me faire avoir ou de pouvoir négocier un diagnostic de complaisance. Je serai face à des gens sérieux. C'est-à-dire que vous allez tomber sur des diagnostiqueurs encore plus qualifiés, mais la fraude, ça n'empêchera pas la fraude. Moi, demain, je vais soudoyer un diagnostiqueur pour lui louer sa certification, ça ne va pas l'empêcher de le faire. Et puis demain, s'il perd sa certification, il y a 13 autres organismes de certification et il peut faire un carrousel comme ça pendant une dizaine d'années très facilement. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est contrôler numériquement le diagnostiqueur, géolocaliser ses rapports, les horodater, et là, vous êtes sûr et certain que vous aurez affaire effectivement qu'à des professionnels qualifiés. Assad, Marie, Audrey, il nous reste quelques minutes. D'abord, je voudrais partager avec vous la réaction de David qui nous suit en direct et qu'on salue, qui nous dit beaucoup de contraintes encore pour les propriétaires bailleurs, oui, mais l'État ne fait rien pour ces bâtiments. Est-ce que c'est normal? N'ouvrons pas le débat maintenant, mais il y a un sujet. Néanmoins, finissons sur une note festive. Aujourd'hui, c'est la fête de quoi, Marie? C'est la journée internationale du soleil et je l'ai appris grâce à Audrey Zermati de chez Fimet. Oui, c'est la journée internationale du soleil et ça donne l'occasion de parler d'un truc génialissime que sont les panneaux solaires. Audrey, est-ce que c'est vraiment intéressant de faire installer des panneaux solaires chez soi quand on le peut? Alors, effectivement, c'est très intéressant et c'est pas forcément moi qui le dis, c'est l'engouement qu'on a vu chez les particuliers depuis quelque part 2 ans sur l'installation de panneaux solaires. Aujourd'hui, il y a 500 000 personnes qui ont des panneaux solaires sur leur toit. Donc c'est 80% par rapport à l'année dernière. Donc on fait face vraiment à une évolution très importante et nous on le voit chez EFI, il y a de plus en plus de demandes sur le panneau solaire. Alors c'est dû à quoi? C'est dû notamment à la hausse des prix de l'électricité, plus 45% depuis un an. Et puis évidemment à la baisse des coûts, puisque les panneaux solaires sont principalement issus du marché chinois qui a fortement baissé ses prix. Donc en fait, on a une conjonction en fait. On a des courbes qui se croisent, quoi. Exactement, on a des courbes qui se croisent. Aujourd'hui, c'est très intéressant parce que ça peut permettre de faire baisser sa facture entre 40 même 50%. Et ce par 2 effets. D'une part parce que vous consommez ce que vous produisez, donc vous ne consommez plus ce que vous achetez sur le réseau. Et puis vous revendez
revendez le surplus surplus que vous ne consommez pas. Et donc c'est l'addition finalement de ces deux effets qui fait que vous avez des réductions de votre facture qui peuvent être très importantes. Après, c'est des investissements qui sont quand même assez chers au démarrage. On est sur plusieurs milliers d'euros et c'est pas tellement aidé, voire pas du tout, l'installation de panneaux solaires. Contrairement à tous les travaux dont on parlait au début, ces travaux-là ne sont pas éligibles à MaPrimeRénov', ne sont pas éligibles au certificat d'économie d'énergie, ne sont même pas éligibles à l'éco-PTZ. Et pourtant, il y a de l'engouement parce que c'est le prix de l'électricité qui tire l'engouement vers ces travaux. Donc c'est vrai que c'est aujourd'hui entre 8 000 pour, on va dire, 3 kilos, donc des petits panneaux, moins de 10 panneaux, jusqu'à 20 000 euros. Donc ça dépend effectivement de votre consommation d'électricité et en fonction, vous pouvez couvrir une grosse partie et encore une fois faire des économies. Bien, peut-être qu'ils seront éligibles le jour où on saura fabriquer 100% des panneaux solaires qu'on vendra en France. En France, ça serait une idée. Assad, le mot de la fin sur la fête internationale du soleil et sur ces panneaux solaires. Je vais avoir un avis qui est légèrement différent. C'est-à-dire que moi, je compte sur... Vous avez 30 secondes pour avoir un avis. Je compte sur l'avancée de la technologie, notamment avec l'intelligence artificielle qui va vraiment révolutionner tout ce système de panneaux solaires, combiné au photonique. Donc photonique, c'est très peu connu aujourd'hui. C'est de la physique qui permet d'étudier les pouvoirs en fait des rayons solaires pour pouvoir optimiser davantage le rendement des panneaux. Donc combiné à de l'intelligence artificielle, on va avoir vraiment des panneaux solaires ultra performants et encore plus rentables qu'ils ne le sont déjà. Donc moi, je mise plutôt sur la technologie et la génération d'après. Voilà, la génération d'après qui va ne plus tarder. Et aujourd'hui, le marché du solaire tel qu'on le connaît va être complètement révolutionné dans, je dirais, 2-3 ans, va se transformer complètement en marché de service et puis un marché d'installation tel qu'il est là. Donc moi, je serais plutôt d'attendre cette nouvelle technologie qui est très, très prometteuse. Merci beaucoup Assad Moued, président de la Fédération des diagnostiqueurs FedExpert. Merci beaucoup Audrey Zermati, directrice stratégie du groupe EFI. Et merci Marie Cœur de Roy et nos auditeurs qu'on salue, dont on porte la parole. Et on essaye d'avancer sur les sujets qui vous concernent en tant qu'investisseur particulier.